Une partie un peu plus fun maintenant avec plusieurs lightning talks. Donc je rappelle le concept, c'est des petits sujets de 5 minutes, pas plus, au bout de 4 minutes 30. Donc je vais mettre un timer. Au bout de 4 minutes 30, on va commencer à essayer de faire ça avec les doigts. Voilà, si tout le monde pouvait le faire, je vais donner un signe, je vais faire comme ça. Et à 5 minutes pile, on va commencer à applaudir. Voilà, comme ça force voilà, le speaker à arrêter, on enchaîne. Tout est déjà. Donc je vais appeler nos présentateurs du jour dans l'ordre. Du coup, on va commencer avec Jean-Paul, ici présent, très bien. Et je vais vous demander de vous préparer en ligne pour être vraiment prêt et qu'on puisse enchaîner, s'il vous plaît. Donc dans l'ordre, il y a Jean-Paul, Thibaut, Florent, Johan, Gaël, Marc et Matt. C'est bon, on est OK? Tout le monde est là? Impeccable. Donc, par contre, Stéphane, t'es pas loin? T'as le timer? Ouais. Il manque juste le petit timer. On a pris un joli timer plus cette année. On va faire un... Non, c'est un timer là, juste devant. Alors, comment il marche? 5 minutes? Et puis tu le retournes. Je le retourne quand je suis prêt, c'est ça. Là, il s'éteint. Et hop, comme ça, il se reset. Là, il a 5, il démarre. Ok, donc on va le mettre là. Et on va commencer. Ça marche. Eh ben c'est parti dans quelques instants. Jean-Paul, quand t'es prêt. Ou pas. Yes, ça marche? Super. Bonjour à toutes et à toutes et à tous. Je vais vous parler de PG Simload, un peu what's new dans ce truc-là. Voilà, ça c'est moi, bon, pas trop d'importance. J'aurais bien voulu faire un lightning talk sur juste le logo là, pour expliquer pourquoi il y a ça, tout ça. Peut-être un autre, si on a le temps. PG Simload, c'est quoi? D'abord, pourquoi j'ai fait ce truc? Pour me mettre à Go, parce que je voulais apprendre un nouveau langage. Mon employeur m'a laissé le temps de le faire. J'avais le choix entre Rust et Go, le choix était vraiment difficile à bien faire. J'aurais bien aimé apprendre les deux. Et je regrette pas Go, ça permet de contribuer aux opérateurs Kubernetes surtout. Donc j'ai fait ce truc-là, challenge perso en me disant j'ai des tas de scripts qui traînent dans tous les sens parce que je suis DBA depuis pas mal d'années. Et du bash, du Perl, tout ce qu'on veut. Et je me suis dit que PGBench c'était sympa, mais que je voulais faire mon propre truc. Et c'est toujours sympa de faire des trucs pour apprendre, même si ça sert à personne, mais ça sert à moi. Et donc c'est un outil qui permet de faire du test et de la validation surtout. Je m'en sers énormément pour faire des démos, typiquement. Je montre un failover Patroni avec ce truc-là, pendant que j'ai des clients qui écrivent sur la base, d'autres qui lisent, un script au milieu qui monte le nombre de connexions, et puis je vais dans un répertoire PGData, je fais un rm-rf, et puis voilà, je montre la magie du truc, quoi. Ça peut vous permettre donc de faire des requêtes SQL en boucle, ça s'appelle SQL Loop. Le deuxième mode que j'ai rajouté assez vite, c'est le Patroni Watcher, donc ça permet de faire du Patroni CTL, mais un peu sous stéroïde. J'ai rajouté Cube Watcher, ça permet de faire à peu près la même chose, mais pour les gens qui n'ont pas Patroni. Et ça marche en particulier sous Kubernetes. Donc il y a aussi des opérateurs qui n'ont pas Patroni, qui ont pris d'autres choix, c'est NPG en particulier. Donc je voulais l'ajouter. Et une inspection de configuration qui permet de récupérer toutes les configurations d'un serveur, de les mettre dans un fichier JSON et pouvoir les réutiliser dans le SQL Loop pour modifier, par exemple, tiens, si je mets workmem à 4 mégas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, par exemple. Donc le SQL Loop, c'est ça. Donc depuis 2 ans et demi que j'y suis, à raison de quelques heures, voire parfois jours par mois, j'ai rajouté le support pour avoir plusieurs clients en parallèle. J'ai rajouté le sleep et air sleep, où en fait, en clair, je mets une petite attente entre chaque exécution de mon loop de requête, de script, avec un random sleep aussi. Par exemple, je peux dire, on va le voir juste après, je veux patienter une demi-seconde plus quelque chose entre 0 et une demi-seconde, donc au total, entre une demi-seconde et une seconde au total.
voilà, et puis on peut le limiter à un nombre un délai d'exécution, ou alors un nombre de fois exécuté. Voilà, c'est assez versatile, assez souple, et chacun fait comme il veut avec ce truc-là. L'exemple. Donc je suis parti sur avoir un maximum de fichiers de configuration en JSON, parce que je me suis dit, j'ai dans l'idée d'avoir des outils qui écrivent ces trucs-là et de faire un truc framework avec des scénarios de test plus complets. Je me suis dit, en partant sous JSON, ça sera vachement plus flexible. Ligne de commande, Kiss. Moi, je kiss à fond les manettes. Voilà. Voilà. Un outil, pour moi, il est en ligne de commande et puis normalement, il est censé marcher. Voilà. Donc là, par exemple, 5 clients qui attendent 100 millisecondes, puis éventuellement entre 0 et 100 millisecondes de plus, pendant 10 secondes au maximum, à mode silent parce que j'ai pas envie de me taper Crunchy Data, machin, licence PostgreSQL. Au passage, c'est évident en libre, sinon je ne le présenterai pas. Voilà. Et puis ça vous donne un petit sommaire. J'ai implémenté un truc super important pour moi, c'est le file and retry. Parce que ça, c'est une des choses que j'essaie d'inculquer aux utilisateurs de Postgres, qu'ils soient utilisateurs de Postgres ou utilisateurs de Postgres et clients des sociétés pour lesquelles j'ai pu bosser. C'est faites une application qui fait du file and retry. Il faut que vos développeurs aient conscience que c'est plus une simple base de données, mais c'est un cluster où il y a un primaire, des réplicas, etc., etc. Et quand il y a un truc qui ne marche pas, il faut réessayer toujours, parce que peut-être qu'il y a un failover en cours, peut-être que là j'ai fait un simple switchover avec Patroni, et on voit qu'en fait là mes clients ils ont eu un downtime à 2 secondes 5. Patroni Watcher, c'est Patroni CTL sous stéroïde, j'ai rajouté des trucs, des couleurs. Cube Watcher, la même chose pour CPK et Cloud Native. Et les fameux fichiers de Gux qui permettent de récupérer les trucs et de réexécuter ça dans SQL Loop pour avoir un peu les différences. Voilà, j'ai fini. Bonjour, Thibaut Madeleine. Je vais vous parler de nouveaux index dans PostgreSQL. Alors, je suis Thibaut Madeleine, je suis expert PostgreSQL à 5432. Peut-être que vous connaissez ce nombre magique. Voilà, c'est aussi mon entreprise. Alors, les index. Dans Postgre, on peut être quand même super fier de nos index. On a des index qui datent du millénaire dernier. Voilà, on en a 2. Et depuis, il y en a eu régulièrement qui sont venus, vous les connaissez tous, j'imagine, parce que le dernier, il est quand même assez ancien. Donc, qu'est-ce qu'on fout depuis 9 ans? On se pose la question. Alors, il y a quand même des nouveautés, même si ce n'est pas des nouveaux index. On peut se rappeler, il y a 5 ans maintenant, de la déduplication des B-trees. Et normalement, si tout se passe bien l'année prochaine, on aura la parallélisation des index de Gin. Et donc, au lieu de passer des journées et des journées à attendre la création de nos index, on va pouvoir attendre quelques heures. Allez, on verra, on testera bientôt. Parlons plutôt de choses nouvelles, en fait, de nouveaux index, parce qu'en fait, grâce à l'extensibilité de Postgre, eh bien, la communauté peut proposer de façon assez simple, on va dire, entre guillemets, des nouveaux index, des nouveautés. Et l'idée, j'en ai testé 2. Donc, je voulais parler de PGSearch par ParadDB et de HNSW IVFF-flat de PGVector. Donc, j'ai que 5 minutes, alors ça va aller très vite. Donc l'idée c'était j'ai des missions chez GitGuardian et donc du coup j'ai testé ça chez GitGuardian. L'idée c'était pour PGSearch de chercher par regexp dans des grands volumes de données textuelles, vraiment du secret, donc vraiment des strings de 20 caractères toutes différentes. Bon en fait la réponse c'est que ça marchait pas très bien avec PGSearch, mais j'avais aussi besoin de lire des fichiers parquets et du coup grâce à une extension de ParadDB on peut lire des fichiers parquets qu'on charge dans Postgre, pas mal. Et on fait ça, et ça c'est en prod, la détection de faux positifs par machine learning, et donc là, départ à des index de PGVector. Donc j'étais aussi testé à ce moment-là. Alors, PGSearch, c'est le Best Matching 25. Je ne sais pas pourquoi 25, mais voilà, 25. Donc c'est un index inversé. C'est une extension en Rust qui est proposée par ParadDB. Donc pourquoi on aurait besoin de PGSearch? Eh bien, voilà, une super table conférence qui contient tout un tas de colonnes. Comment on fait en full text search? Eh bien, on va construire un vecteur, un TS vector, où on va mettre toutes les données séparées par des espaces pour la tokenisation. Et on va l'indexer, et après on pourra faire des belles recherches dedans avec nos 2 arrobases.
Ça marche pas mal, mais ParadDB trouvait qu'on pouvait l'améliorer. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est un index où en fait on va venir indexer toutes les colonnes, et donc on n'a pas besoin de cette colonne supplémentaire, en précisant le keyfield, et donc on va séparer, comme ça c'est inversé, ça va vraiment partitionner quelque part par ID à l'intérieur. Comment ça s'utilise? Eh bien comme ça, donc là c'est comme j'ai que 5 minutes, j'ai direct, bam, là celle qui est un peu grosse et qui fait plein de trucs. Alors, il y a un mode dans la... Alors c'est du 0.145 la version, donc en prod, bon, voilà, mais il bosse beaucoup, ça avance, et c'est intéressant de le tester pour voir ce que ça donne. Il y a un mode dans la doc où ils disent qu'on peut faire une recherche directement sur l'index et sur toutes les colonnes. Moi ça m'a fait une erreur. Donc il faudrait que je fasse un ticket pour leur demander comment il marche, parce que ce serait quand même cool de pouvoir rechercher d'un coup sur toutes les colonnes indexées. Là du coup c'est un exemple où on va faire sur chacune des colonnes avec des recherches. L'intérêt c'est qu'on est avec plein d'opérateurs. Donc là vous voyez l'opérateur, je ne sais pas si je peux faire des... Bon, il y a l'opérateur match classique. Alors par rapport à du full text search, il y a un problème avec les majuscules. Je pensais que ça faisait... que ça pouvait marcher, mais bon voilà, à tester. Le fusil terme, et on peut faire des trucs de range avec des TS, range range ou des int range, etc. Donc voilà, donc, plein de trucs intéressants. Voilà, donc plein de trucs intéressants. On peut même faire des colonnes rapides pour faire des agrégations, voilà. L'idée c'est de faire du Elasticsearch dans Postgre. Je l'installe comment? Faut mettre dans Shared Preload Library et créer une extension. Hop. Et on veut, pgvector, c'est pour rechercher des similarités dans les plongements lexicaux, et donc ça va aller très vite. Donc c'est Andrew Kane qui fait ça. On crée une colonne vector, et on va pouvoir avoir plein d'opérateurs vectoriels, et puis j'ai plein d'explications, mais il y a les index, IV, FFlat et HNSW, et je vous invite à regarder les slides. Un, 2, 3, c'est parti. Ok. Moi, je vais vous parler du IDV7, une nouveauté de la version 18, et particulièrement dans un cas que j'apprécie beaucoup étudier, c'est le partitionnement. On va partir d'un besoin assez évident, qui n'est pas si exceptionnel que ça, c'est de vouloir partitionner une table sur une colonne timestamp, notamment pour faciliter les purges, faire un détache d'une table partitionnée, comme ça on archive, on purge, on la déplace. Le besoin, c'est on a une table fou avec 3 colonnes. La colonne created at de type timestamp, qui contiendra l'heure et la date de notre champ. Et l'idée, c'est de la transformer en plusieurs tables finies. Alors, les limitations de PostgreSQL, il faut bien sûr les avoir en tête, et ça ne va pas vous choquer. C'est que pour créer une table partitionnée, il faut une clé de partition dont les colonnes fassent partie de la clé primaire de la table. Donc, si je veux partitionner sur le champ ID, il me faut aussi le champ created at. Donc, je vais rajouter une PK. Donc, ça me fait une clé composite de clé primaire. On va éviter de faire ça. Ça apporte que des problèmes quand on crée des contraintes de clés étrangères, où en fait des tables vont vouloir s'inscrire sur celle-ci, faire des références à cette table, où en fait il ne va plus non plus avoir qu'un seul ID, mais aussi avoir l'ID et le champ date de la valeur de cette colonne dans cette table. Ce qui signifie en fait maintenir un champ date dans 2 tables différentes. Assez pénible. Et ben voilà. Récemment, l'année dernière, la RFC sur les UID a été revue. Donc elle a apporté plein de nouveaux algorithmes avec la version V7 notamment. La V6, la V7, la V8 sont sortis dans cette RFC qui permet d'encoder cette fois-ci un timestamp dans un champ de 16 octets. Donc j'ai repris un petit peu la représentation de cette valeur. Donc dans la V4, vous aviez 16 octets où chaque bloc était un random, véritablement, à l'exception de quelques adresses au sein du UID qui permettaient de savoir quelle était la version d'algorithme et puis une valeur variante. Là, en V7, ce que ça propose, c'est qu'on va coller dans les tout premiers bits, les 6 premiers octets de notre champ UID, le timestamp, donc le nombre de secondes depuis 1970, donc le champ Unix timestamp. On l'encode, on prend sa valeur décimale, hop, on l'encode en hexa et on le stocke à l'intérieur de notre timestamp. Le reste, géré en random, ce qui permet dans un environnement distribué d'avoir une relative
bonne randomicité sur les valeurs pour éviter les conflits. Ça permet aussi de garantir, alors je ne peux pas revenir en avant, de garantir ce que j'avais écrit, le triage. On peut maintenant comparer deux valeurs UID pour savoir laquelle est arrivée avant la seconde. Alors, c'était en mai 2024, et en décembre 2024, le commit est arrivé dans Postgres avec l'implémentation de l'algo qui permet de créer les UID V7. Donc il y a une nouvelle fonction UID V7 qui apparaîtra à la prochaine, qui est déjà dans la bêta, mais qui apparaîtra donc dans la version 18. La méthode UID extract timestamp a également été améliorée pour prendre en charge l'extraction du timestamp depuis une valeur UID V7. Donc vous êtes capable de réverser le traitement de la date. Donc on est capable de stocker la date, mais aussi de la récupérer pour l'exploiter autrement. Et autrement, ils ont aussi rajouté un UID V4 pour continuer d'utiliser le V4 et de connaître un petit peu le fonctionnement. Donc ce commit est passé dans la version 18, qui est en bêta, et ça sera bientôt disponible. Donc voici la solution sur notre problème initial. Au lieu d'avoir deux colonnes en clé primaire, on stocke les deux infos, l'unicité et le triage par date, au champ UID. Ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas plus de place. Un big int et un timestamp, c'était respectivement 8 kilooctets. Enfin, 8 octets dans le stockage de la valeur, 8 octets, là où l'UID fait 16 octets. Donc en fait, on rejoint les deux colonnes dans une seule, on ne perd pas de place. Au niveau du partitionnement, au niveau de la syntaxe, donc vous avez en partitionnement manuel, simplement, voilà, j'ai la version de default, ça appuiera, donc toute nouvelle valeur sera générée à l'insertion. Le create table partition off vous permet ensuite de définir le range qui détermine l'UID à stocker entre deux intervalles d'UID. Je m'appuie sur une fonction que je vais vous présenter juste après qui s'appelle boundary, qui permet d'enlever la randomicité. On ne prend que les valeurs de temporel. Un exemple d'une implémentation de la fameuse boundary, qui est inspirée du dépôt de Daniel Vérité. Il avait fait un article l'été dernier, et vous retrouvez ça sur GitHub, où en fait vous partez d'une chaîne de 16 octets qui équivaut à 0, et vous injectez l'époque from, donc ici le timestamp, au sein de votre UID. Ce qui signifie que votre table est bien partitionnée, avec les ranges qui sont représentés en UID. Quand vous insérez la donnée, par exemple ici, ma valeur name, au moment de l'extraction, je vois bien le part name qui correspond à ma partition du mois de juin, avec l'ID, et je peux récupérer l'extract from pour récupérer le created at. Ça, c'était pour le partitionnement. Ça va trop vite. Merci à vous. C'est rude. Quand tu es prêt. Ok. Bonjour, Johan Lacancellera. Alors, je viens pas vous embêter trop longtemps, et c'est pas commercial, je tiens à vous rassurer. C'est pour vous parler du projet qui est en cours et qui va bientôt être release ce mois-ci, si tout va bien ce mois-ci, sauf si on a des retours intéressants, de notre projet de chiffrement en interne. Donc, le but, c'est de vous en parler rapidement. Alors, comme vous le savez, Postgre n'a pas de TDE, de chiffrement chiffrement de table natif transparent. Il y a quelques forks qui ont essayé, qui sont restés propriétaires parce qu'ils n'ont pas réussi à merger dans le cœur Postgre pour plein de raisons, notamment, je dirais, de débat, finalement, interne. Enfin, il y aura des plus experts que moi pour détailler. Et du coup, il n'y a pas de solution open source, alors que les autres moteurs l'ont. Nous, en termes de métier, et il y en a probablement des tonnes dans la salle qui ont le même problème, le chiffrement, ce n'est pas tout à fait un « et ». Postgre, jusqu'ici, conseille le chiffrement en disque, et c'est vrai, ils ont raison, le chiffrement disque a de l'intérêt, mais très souvent, c'est un « ou ». Enfin, l'inverse, on ne veut pas un « ou », on veut un « et », c'est-à-dire que le chiffrement de disque, c'est super, mais on veut aussi le chiffrement applicatif. D'autant plus aujourd'hui, ça devient pressant, parce qu'il y a des nouvelles contraintes PCI-DSS qui arrivent, la norme PCI-DSS, elle est mise à jour, et elle est de plus en plus chiante, parce que là, on regarde qu'avant, on avait le chiffrement disque, ça fait un certain moment, mais maintenant, il y a des nouveaux requirements qui demandent aussi à ce qu'il y ait un chiffrement applicatif. Et Postgre étant une application, logiquement, le chiffrement applicatif, ça va demander un TDE au final. Donc, Percona, donc mon entreprise, mon entreprise, je ne la possède pas, mais là où je suis, évidemment, ce qu'on propose, c'est on a essayé d'implémenter le TDE, mais sur un paradigme différent. Donc, on ne cherchera jamais à le merger chez le cœur de Postgre. On a bien compris qu'il y avait
qu'il y avait des problématiques qui dépassaient finalement le moteur de Postgre, qui ne s'était pas adapté, on le propose en tant qu'extension. Maintenant, aujourd'hui, il se trouve que Postgre ne permet pas aux extensions ne propose pas ces extensions de pouvoir implémenter un TDE de bout en bout. Et notamment, il y a deux freins majeurs qui sont en train d'être mergés. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être, dans quelle version Postgre ça va arriver, mais le patch est bien lancé et en fait, il est très générique. C'est simplement une extension d'API dans le des access méthodes, des choses comme ça, pour les index secondaires, pour le stockage des walls, le déchiffrement des walls, etc., etc. Donc actuellement, on a un rebase. Je tiens à dire que c'est un rebase, ce n'est pas une solution commerciale, c'est actuellement voilà, un rebase de Postgre qu'on propose sur nos packages, qui simplement en fait vient appliquer ce merge qui fait juste une extension des API Postgre, mais voilà, il n'y a rien du tout ça reste un Postgre tout à fait classique, binary compatible, etc. On ne veut pas gérer un fork de Postgre absolument, et on propose une extension avec. Donc actuellement, sur la version, malheureusement du coup, que Percona qui a la merge request inclus, on a un chiffrement qui est complet, réplication physique, réplication logique, les index secondaires, les tables, le toast, et voilà la totalité de la chaîne pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, quoi. Et malheureusement pour la Postgre communautaire, pour l'instant, en attendant le merge, qui va fonctionner, parce que le merge, pour vous donner le principe du merge, il est très générique, il ne parle pas de TDE. Notre merge vers le cœur de Postgre, il n'y a rien du tout de TDE là-dedans. Techniquement, il pourrait servir à d'autres use cases comme des moteurs alternatifs de Postgre, par exemple des engine memory ou ce genre de choses. Donc voilà. On a toutes les features qu'il faut pour toutes les features qui sont assez classiques et qu'on attend d'un système TDE, donc des rotations de clés, l'intégration avec des systèmes de key management, les index évidemment, ce qui est le grand manquant aujourd'hui si on utilise Postgre communautaire et que vous utilisez PGTDE, vous n'avez pas les index secondaires, c'est extrêmement gênant, et il vous manque aussi le chiffrement des walls, extrêmement gênant également. Voilà. Donc on a le support pour le multi-tenant, on peut évidemment déchiffrer, on sait évidemment pas lock-in. Et je vais vite, là ça c'est ce qui est en cours, et en fait je vous encourage à tester parce que c'est bientôt en release et que c'est intégralement open source. Voilà. Alors bonjour, moi je suis Gaël Cruvialis, je suis belge et c'est ma première PG Conf, mais ça fait quand même quelques années qu'on utilise Postgre et on l'utilise dans d'autres communautés, et je viens juste vous présenter notre communauté en Belgique, mais évidemment c'est aussi une communauté internationale qui est l'OSGeo. Et l'OSGeo, donc c'est l'Open Software Foundation en géomatique, et elle organise, alors là c'est peut-être plus simple, OSGeo c'est la fêtière, et elle organise annuellement, partout dans le monde, des FOSS qui sont des réunions où on a une présentation de ce qui se fait. Et il s'appelle tout le temps FOSS 4G, international, par continent ou par pays. Et moi, je viens juste vous présenter le FOSS 4G Belgique, qui aura lieu le 25 septembre à Bruxelles, gare du Nord. Donc en TGV, vous y êtes presque de Paris, Bordeaux, Lyon, mais également d'Amsterdam, de l'Allemagne. On est central et en général, on a français, néerlandais, anglais. Et pour ceux qui ne parlent pas le néerlandais, on a de la traduction simultanée normalement qui existe. Et voilà. Je vous engage à venir. C'est gratuit, enfin c'est libre d'engagement, mais en tous les cas, il n'y a pas de fee
Et voilà, enfin, venez. Mathieu. C'est aidé. Ah. Ok. Bon, très bien. Je serai très bref. Hein. Je vais juste partager avec vous l'annonce de la Postgres Conférence en octobre à Riga. Et bon, cette annonce-là, vous l'avez déjà vue. Ce sera la même conférence ou le même sorte de topic que tous les ans. Mais il y a quelque chose de spécial et ce call pour participation va finir le 10 juin. Donc, si vous voulez répondre, allez-y. C'est la possibilité d'avoir un événement communautaire, une demi-journée, toute une journée, sur presque n'importe quel thème. Donc, on pourrait avoir une réunion sur l'intelligence artificielle, le machine learning, fonctionnement de la communauté, des topics comme ça. Comme il n'y a pas d'entraînement, pas de training cette fois-ci, on a ouvert cette journée-là pour d'autres participations. Donc, c'est sur le site, c'est annoncé sur le site de PGConf. Et veuillez vous renseigner, on a toujours possibilité d'avoir de nouveaux participants et c'est là une nouvelle idée pour voir s'il y a d'autres thèmes, développeurs, IA, participation, un peu n'importe quoi pour renforcer un peu la communauté qu'on veut avoir le mardi, le 21 à Riga. OK ? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Matt, je suis Custom Engineer chez Google Cloud et je fais aussi partie de l'organisation du PGD et du bureau de Postgre France. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un Lightning Talk à la base sur cette thématique-là. Pourquoi vous ne devriez pas faire du Kubernetes sur Postgre? Désolé Karen, je sais que le sujet est très clivant. Mais je me suis dit qu'en 5 minutes, finalement, j'aurais pas le temps. Et finalement, c'est pas trop grave parce qu'à PGD Lowlands, on aura un débat, un vrai débat. Donc, c'est pas une table ronde, c'est un débat où il y aura des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. Et si tout va bien, je devrais y être. Donc, si le sujet vous intéresse, et je sais qu'il est clivant, on pourra s'y retrouver là-bas. Du coup, aujourd'hui, je vais parler d'un truc un peu plus léger, un peu plus fun, on va dire. Je vais parler d'agents. Je sais, c'est un terme que vous avez probablement entendu des millions de fois depuis quelques semaines, quelques mois. Le marketing adore ce terme-là, je ne sais pas pourquoi. Évidemment parce qu'il y a AI devant, ça aide à booster les vues sur LinkedIn probablement. Mais moi j'ai envie de parler de quel intérêt ça va avoir dans notre contexte et comment on va faire interagir ces fameux agents avec Postgre. Pour ceux qui ont déjà vu des talks de ma part, vous savez que j'aime imager mon propos, que ce soit Pokémon, jeux de société ou d'autres trucs, ça a le fromage aussi, effectivement. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer, de donner ma définition d'un agent AI avec Ratatouille. Ratatouille, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est l'histoire d'un gars qui rencontre un rat qui fait de la cuisine. Il y a une scène dans le film où à un moment donné, il doit servir un critique culinaire et c'est le rat qui va cuisiner pour lui, etc. Bon. Donc ici, on a notre serveur qui doit du coup répondre à un critique culinaire. Ce critique culinaire, il va lui poser une question voilà, simple. J'adore les légumes, qu'est-ce que vous me proposez dans votre menu? Ce serveur, il va profiter de sa capacité de raisonnement pour trouver la bonne façon de répondre à son client. Et il se dit que la bonne façon de répondre, c'est de consulter le menu et les plats du jour, de faire une recherche de similarité dans les menus et de répondre à son client. Je pense que la ratatouille, ce serait potentiellement un truc qui vous plairait. Le critique, il va avoir d'autres questions, d'autres besoins, et typiquement, il va lui demander quel vin s'accorde avec le plat que je viens de choisir. Toujours pareil, le serveur, il va profiter de sa capacité de raisonnement et il va se dire comment je peux faire pour répondre à ce besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un copain, je vais demander à mon sommelier qu'est-ce qui se marie bien avec la ratatouille. Et il va lui répondre, il va formuler une réponse grâce à ça et il va se dire je pense que le Côte de Provence, c'est un bon choix.
Dernière chose, le critique il va lui demander bah, moi j'aimerais retirer les courgettes, est-ce que vous pouvez envoyer le plat tout de suite? Là pareil, bah, il réutilise sa capacité de raisonnement et il utilise une autre façon, un autre moyen pour répondre à ce besoin-là, qui est d'envoyer une note aux cuisines avec voilà, pas de courgettes et vous pouvez envoyer directement le plat. Dans notre histoire ici, vous allez très vite comprendre, le critique donc c'est un utilisateur applicatif on va dire, et tout ce que vous avez sur la droite, ça va représenter finalement un agent. Un agent c'est quoi? C'est un modèle de langage, donc un LLM, qui va s'appuyer sur sa capacité de raisonnement pour choisir les bons outils, ce qu'on appelle les tools, pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc très simplement, il va raisonner, il va comprendre le besoin qui a été formulé et il va choisir les bons outils pour pouvoir faire la réponse et formuler avec les bonnes données. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement à quoi ça ressemblerait d'un point de vue technique. On ne voit pas super bien, je vais essayer de lire. Julien, si tu veux bien tenir. Je ne sais pas écrire en même temps. Donc là, ce que vous avez, c'est une interface qui s'appelle ADK, qui est finalement, j'ai créé un petit agent qui représente un assistant sur un site web e-commerce qui vend des fleurs. Donc on peut commencer par être poli et lui dire bonjour. Ensuite, on va lui demander, bah, voilà, I need flowers for my birthday. Donc je lui demande des fleurs pour mon anniversaire. Il va me poser des questions supplémentaires parce qu'il a besoin de savoir finalement ce que j'aime. Donc je vais lui dire, moi, je sais pas, bleu et fragante. Voilà. Là, toujours, si vous vous remettez dans le modèle que vous avez vu avec Ratatouille, ce qui va se passer, c'est qu'il va comprendre que je cherche des fleurs et du coup, il va prendre un des outils qu'il a à sa disposition qui s'appelle Search Flower Recommendation. Donc, il va faire une recherche de similarité, je vous montrerai ça juste après. Et il va me proposer un certain nombre de fleurs. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut lui demander, par exemple, qu'est-ce que j'ai dans mon panier. Là, je lui pose une question relativement simple. Pareil, là, il se dit, bah, pour répondre à ça, il faut que j'appelle l'outil qui s'appelle Access Cart Information. Très bien, là, il me montre ça. Cool, moi, j'aimerais plus de Delphinium Bar, donc je vais lui dire, bah, ok, très bien. Ajoute-moi... Ajoute-moi une Diamond Blues to my cart, yes, ok. Et là, pareil, il se dit, bah, pour pouvoir répondre à ce besoin, je vais appeler le tool qui s'appelle Add to Cart, et il me rappelle un autre tool qui s'appelle Access Cart Information. Puis tout à l'heure, je vous parle de tools, et pour quel lien ça a avec Postgre? Bah, tous ces tools, en fait, ce sont tout simplement, ce sont des requêtes SQL sur Postgre. Je peux récupérer, merci Julien. Donc typiquement, voici la configuration de l'agent. Je vais grossir un petit peu. Hop. Voici la configuration de l'agent, et cet agent il a donc un certain nombre de tools. Le premier c'est celui qui fait de la recommandation de fleurs, et comme vous voyez en fait la simple chose qu'il fait c'est une recherche de similarité dans la table de produits, donc la table de produits qui contient des fleurs. Il calcule l'embedding de la requête de l'utilisateur, donc pour le coup c'était blue and fragrant, fragrant ça veut dire parfumé. Il calcule ça et ensuite il recherche les fleurs qui sont similaires à mon besoin. Les autres tools sont définis de la même manière, donc ça va être soit des requêtes relativement simples, hein, ça peut être des selects, ça peut être des inserts, ça peut être un certain nombre de choses. Ce ne sont que des requêtes SQL qui sont packagées dans ce qu'on appelle donc des tools et qui sont du coup à disposition du LLM, qui peut du coup engager et utiliser pour répondre aux besoins initiaux de l'utilisateur. Si on devait mettre une interface graphique devant l'agent, ça ressemblerait globalement à ça. Donc on retrouve le workflow de tout à l'heure où on présente les produits et le cart. Tout ça a été développé avec deux frameworks open source. Le premier qui s'appelle Agent Development Kit, qui permet donc de développer des agents, qui en package un certain nombre d'informations. Et le dernier, c'est MCP Toolbox. Je finis. Juste MCP Toolbox, qui est un autre framework qui se place entre l'agent et les bases de données. En 10 secondes, si tu as juste... C'est bon, j'ai fini. Nickel. Eh ben, j'espère que ça a été, parce que là, c'était un bon sprint, et on a même de l'avance. Donc, n'hésitez pas à aérer votre... Non, après, c'est le jeu. Ça s'appelle les Lightning Talk à 5 minutes. Voilà, c'est un peu chaud de faire une démo, c'est normal. Mais voilà, bon, c'est un sprint.
On va aérer un peu l'esprit. Dans 10 minutes, il y aura une nouvelle présentation. On va faire une légère pause. Donc c'est le temps de... Rapidement, on va setup et tout ça. Donc on revient dans 10 minutes pour la prochaine présentation. Parfait.